Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un numéro un peu particulier puisque plus que de politique, nous allons parler de science. C'est un peu une émission qui a vocation à boucler la boucle, vous allez le comprendre très vite. Alors cette semaine, je compte sur vous encore plus que d'habitude parce que vous allez le voir, il ne va pas falloir compter sur YouTube pour le succès de cette émission. Il va donc falloir que vous commentiez, que vous partagiez et puis bien sûr que vous cliquiez sur le pouce en l'air pour nous aider au succès. C'est parti. Bonjour Alexandra Orion-Caude. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être revenue nous voir sur TV Liberté. Je vous présente, vous êtes généticienne, directeur de recherche à l'INSERM, docteur en génétique, spécialiste de l'épigénétique de l'ARN. Vous êtes notamment à l'origine de découvertes sur le fonctionnement de l'ARN dans les cellules et son implication dans certaines maladies infantiles. En 2013, vous avez été lauréate du prix Eisenhower Fellowship. En 2015, vous avez lancé le manifeste du juste soin au juste coût, on en aurait bien besoin aujourd'hui. Vous êtes aussi la fondatrice de l'Institut Simplissima à l'île Maurice et vous venez aujourd'hui nous présenter ce livre paru chez Albin Michel, dont il faut signaler le courage d'ailleurs, Les apprentis sorciers, tout ce que l'on nous cache sur l'ARN messager. Je note que vos sources sont toutes à la fin de ce livre pour nos amis détracteurs. Et bien sûr, pour nos téléspectateurs, c'est un livre qu'ils peuvent trouver dès à présent sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Alors, Alexandra Orion-Caude, le 31 juillet 2020, on a l'impression que c'était presque hier, mais c'était il y a presque 3 ans. Nous étions ensemble sur ce même plateau pour évoquer les questions que se posaient presque tous les Français sur le virus du SARS-CoV-2 et sur le fameux vaccin contre le Covid-19 qu'on nous présentait pour endiguer la maladie. Cet entretien a eu un succès absolument incroyable, imprévu, il faut le dire. Et vous êtes devenu une source d'énergie, une source d'espérance pour un très très grand nombre de personnes qui d'ailleurs vous l'ont témoigné au quotidien depuis, mais pour d'autres, y compris pour des gens que vous avez très bien connus, vous avez été la bête à abattre. Comment avez-vous vécu cela ? Tout mal ou tout bien. Oui, vous l'avez dit justement, nous avons fait cet entretien dans un contexte de grande souffrance puisque c'était celui des confinements, de beaucoup de traumatismes, de mauvais soins de nos patients, de faillite de notre système de santé et de faillite de notre système politique qui s'est pris des aises à gérer par la politique notre santé. Donc c'est vrai que cette émission, ça a été pour moi, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est quand même un point historique. On a, vous et moi, joué une petite partition à notre niveau, humble niveau, qui était que tout ce que nous avons dit à cette occasion-là, eh bien, nous n'avons pas à en rougir aujourd'hui, donc 3 ans après. Et bien au contraire, en fait, puisque un certain nombre de choses que nous disions à ce moment-là, que j'ai dites, se sont révélées plus que démontrées par les faits. Et puis finalement, là, ici, par écrit, j'étoffe toute cette réflexion. Comment j'ai vécu cette période de 3 ans ? Comme nous tous, c'est une période traumatisante. Le problème, c'est qu'on pourrait se dire, c'est pas grave, c'est fini, et tout va très bien, Madame la Marquise, sauf qu'il n'en est pas ainsi, que la volonté de nous vacciner de façon chronique et pour toutes un tas de maladies, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est en train de se décliner. Avant, c'était maladies infectieuses et puis maintenant, ça va être le cancer, le diabète. Donc, on est vraiment sur un changement qui fait que on voit que l'ARN messager a pris une place très conséquente dans nos sociétés et il convient désormais de revoir tout notre système de santé, toute notre façon de soigner à l'aune de ces injections répétées d'ARN messager. Et donc c'est vrai que
avoir vécu tout cela, tous ces traumatismes pour en arriver là, c'est assez dramatique parce que finalement, puisque nous n'avons pas eu tort, hein, puisque ce que j'ai dit, je n'ai pas à en rougir, contrairement à tous mes collègues qui ont eu de cesse de réajuster en permanence leur fusil d'épaule, en permanence, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai changé, c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que eux ont eu en revanche à revisiter en permanence ce qu'ils disaient aux gens. Quel regard portez-vous, parce qu'on peut le dire, vous êtes une amoureuse de la science, une amoureuse de l'ARN, quel regard portez-vous sur la science? Parce que finalement, pour n'importe quel profane comme moi, quand on parle de science, on parle de dialogue, de contradiction, d'hypothèse, de réfutation. Et là, vous n'étiez pas, certes, d'accord avec la doxa, mais pour autant, pourquoi ne pas aller vous combattre sur le fond plutôt qu'avec des anathèmes? Oui, ça c'est quand même quelque chose de très intéressant aussi. C'est pour moi encore une faillite du système. C'est que si jamais mes collègues n'étaient pas d'accord avec moi, puisqu'ils prétendent ne pas être d'accord, d'abord, qu'ils me combattent sur le front des idées, au lieu de ne mettre que des qualificatifs qui changent en permanence en plus. Et puis, deuxièmement, voilà, d'accepter le débat, même si jamais ils ne veulent pas me rencontrer, à ce moment-là, qu'on aille sur le fond, sur les débats. Là, pour le moment, ce livre, je remarque, crée une absence de débat incroyable, alors qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont appelé ont exprimé ce besoin qu'il fallait ouvrir, libérer la parole, et il ne se passe rien. Donc c'est vrai qu'on voit que là, il y a encore une fois une faillite du système qui n'est pas prêt à accepter une autre parole. Or, en science, c'est catastrophique, parce que par définition, personne ne détient la vérité. Il n'y a pas une vérité scientifique. Il y a un état de connaissance à un temps donné qui est constamment évolutif, qui évolue au gré des confrontations. Au gré non seulement des confrontations, mais des découvertes. Et donc le consensus scientifique n'a pas de sens, cette notion de consensus scientifique dans lequel beaucoup de collègues se sont drapés, mais je les plains de se draper dedans, parce que ça veut dire bien que ce ne sont pas des découvreurs, parce que pour découvrir, il faut sortir du consensus scientifique, il faut introduire une rupture. Et donc c'est vrai, quand je venais ici en repensant à finalement ces 3 ans qu'on a vécu, j'avais cette phrase qui revenait en mémoire de ce drame de faits divers qui avait eu lieu à Mougins, vous savez, de ce jardinier qu'on avait dit qui avait tué... ah oui, Omar m'a tué. Voilà, Omar m'a tué, avec ER. Et en fait, moi, j'avais cette image, la science, le Covid m'a tué. Parce que la science dise que le Covid, parce qu'effectivement, c'est ça qu'on a eu, c'est qu'il y a eu dans les journaux scientifiques un dogme qui s'est imposé de condamnation des pairs que je n'avais jamais vécu auparavant. Oui, parce qu'on vous a présenté comme isolé, mais vous aviez quand même des gens qui étaient légèrement capés, comme des prix Nobel, à vos côtés. Et alors ceux-là, on n'en a jamais parlé, ou alors on les a aussi dénigrés, tout comme vous. Je pense bien sûr au professeur, au regretté professeur Luc Montagnier. Oui, et puis ils sont bien plus nombreux, parce qu'effectivement, il y a, au-delà de notre regretté professeur Montagnier, il y a eu des groupes entiers d'anciens de Harvard, de Oxford, de Stanford, qui ont monté, qui ont fait une espèce de déclaration commune en disant mais ce que nous vivons là, ce n'est pas normal, c'est des mesures politiques et on nous les fait endosser au niveau scientifique. Et puis on a aussi dénoncé, une initiative à laquelle j'ai beaucoup participé, la déclaration de crise médicale liée au vaccin, co-liés au vaccin, pour être très précis. Donc effectivement, on a essayé de dire ensemble qu'il y avait un problème. Le souci, c'est que toutes ces pétitions qui sont les plus grosses que l'histoire de la médecine moderne n'ait jamais engrangées, il n'y a pas eu de plus grande concertation de scientifiques et de médecins dans l'histoire de la médecine moderne. Donc finalement, ce qu'on nous dit être dans le consensus,
sont finalement, en tout cas, pas représentatifs du plus grand mouvement historique qu'il y a eu avec l'ensemble de ces pétitions, où finalement on finit à une centaine de milliers de scientifiques et de médecins. C'est rare pour nous de nous mettre d'accord sur un texte, parce qu'effectivement on aime un peu pinailler sur un point, etc. Donc pour qu'on soit d'accord pour se mettre sur un texte commun, cela est très lourd de signification. Alors on va aller sur le fond parce que justement, on le disait, vos détracteurs n'y allaient pas trop. Donc nous, on va y aller. On va notamment revenir sur cette fameuse ARN que les Français sont prétendument capables d'expliquer aujourd'hui, puisque tout le monde le sait, c'est très simple. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour comprendre ce qu'est l'ARN, on va le voir. Je dois dire qu'en vous lisant, on devient aussi, un peu comme vous, amoureux de cette molécule qui regorge de possibilités, d'opportunités pour la médecine. Et alors, vous expliquez notamment que parmi les implications de l'ARN, on peut s'en servir comme d'un médicament. Et j'aimerais surtout qu'on reste sur cet incroyable outil de diagnostic que vous déclinez, qui finalement peut se résumer en un simple test salivaire, en lieu et place d'une biopsie extrêmement invasive, en lieu et place du fameux test PCR que tout le monde a connu pendant cette crise et qui, finalement, a montré ses limites, là encore. Comment on explique qu'une solution qui semble si simple quand on vous lit ait été si peu plébiscitée pour être féministique ? Soit si peu plébiscitée, oui, même au présent. Encore aujourd'hui. Bon, on va dire que c'est le temps de la recherche, peut-être, le temps de translation de la découverte à l'applicabilité dans la société. Ça va plus vite pour les vaccins, on le verra après. Hein. Oui, ça c'est là où on se dit c'est bizarre, c'est quand même deux poids deux mesures. Mais n'empêche que c'est vrai que, merci pour ce compliment de dire que ce livre est aussi un hymne à la beauté qu'est notre système génétique, qui ne se cantonne pas à l'ADN, qui est donc ADN et ARN, parce que c'est ça que j'ai aussi essayé de traduire et d'apporter. Opération réussie. Voilà, opération réussie, et tant mieux. Et c'est d'ailleurs en ce sens-là que je sais que tous mes détracteurs ne m'ont pas lu. Parce que, m'aurait-il lu, il ne serait pas allé que sur la doxa des vaccins en disant mais c'était formidable, c'était la panacée, c'était fabuleux. Il serait allé sur toute une partie du livre qui est effectivement plutôt accompagnant ces découvertes autour de l'ARN. Alors pour donner une image, quelques petits exemples à nos auditeurs, eh bien il y a cet aspect où j'aime bien dire on mange des noix. Et on regarde l'ARN et des populations d'ARN, et en fait, on retrouve des petits ARN qui sont très spécifiquement augmentés. Vous prenez à ce moment-là un autre exemple, vous prenez des non-fumeurs par rapport à des fumeurs, et en fait, vous voyez que les non-fumeurs, ils ont 6 ARN qui signent le fait qu'ils soient non-fumeurs. Vous prenez quelqu'un qui a pris une petite overdose de paracétamol et là, normalement, un petit ARN qui est d'habitude uniquement dans le foie se met à circuler et est augmenté de plus de 400 fois dans la circulation. Donc on voit là la précision extraordinaire du diagnostic, comme vous dites, c'est-à-dire à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on peut suivre en temps réel vos désordres, là où vous en êtes au niveau de votre santé. Et donc, on voit la réactivité de l'ARN. Parce que c'est ça que ça veut dire. C'est que si jamais c'est des marqueurs, alors là j'ai pris exprès des exemples légers qui ne sont pas dans le diagnostic, comme vous l'avez dit, d'éviter des biopsies, etc. Parce qu'il y a déjà suffisamment de choses lourdes et plombantes pour ne pas en rajouter. Cependant, on voit bien qu'il y a derrière cet ARN quelque chose qui n'a pas du tout été explicité aux gens, c'est que nous avons une interaction en permanence, une réactivité en permanence de notre ARN, et que donc injecter un ARN messager de virus trafiqué dans les cellules des gens ne peut pas être une bonne idée, puisque vous avez cette réactivité de l'ARN. Alors, ce qui est bien, c'est que là, vous venez de me faire un teaser. On va peut-être d'abord commencer par s'arrêter sur l'ARN messager. Donc, finalement, c'est un des membres de la grande famille des ARN.
Voilà, donc ça aussi c'est un aspect de ce livre, c'est que je présente l'immense famille de l'ARN, une famille très nombreuse dont on découvre des membres en permanence, une famille qui est représentée partout, et ça aussi je montre bien la circulation de ces ARN, c'est-à-dire que ces ARN ne sont pas, comme elles sont réactives, par définition elles ne vont pas rester bien gentiment là où on leur demande de rester, mais au contraire vont circuler. Et l'ARN messager est un de ces ARN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une des molécules qui interagit avec tout ce qu'on appelle aussi l'interactome, donc tout ce qui va interagir les molécules les unes avec les autres. Et donc effectivement, quand vous êtes entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire quand vous êtes entre l'ADN et tout ce qui est constituant du vivant, donc ce qu'on appelle protéines, eh bien forcément, vous êtes la partie qui interagit le plus. Ça me semble logique de le l'expliquer. Alors il y a beaucoup de choses d'ailleurs dans ce livre qui apparaissent d'une logique implacable. Oui. On va y revenir, mais visiblement on ne doit pas avoir la même que tout le monde. Ouais. Alors cet ARN messager, c'est donc ce sur quoi repose ce qu'on nous a présenté comme des produits vaccinaux lors de la crise du Covid-19. Pourtant, vous revenez dans votre livre sur plusieurs éléments qui auraient dû au minimum interroger sur la potentielle efficacité ou non-efficacité de ces vaccins. En premier lieu, sans parler de l'ARNM ou de l'ARN, vous dites qu'aucun vaccin contre le coronavirus n'a fonctionné et que même, parfois, il a facilité l'entrée de la maladie quand on a essayé de faire des essais. C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui aurait dû logiquement alerter tous mes collègues. C'est qu'ils savaient, alors ceux qui le savent encore mieux, ce sont les vétérinaires, ils savaient qu'il n'y avait pas de vaccin autorisé parce que dans le monde animal, le coronavirus est un fléau et donc cela fait des années qu'on essaye de développer des vaccins contre ces coronavirus et que si y avait un vaccin anti-coronavirus, ça se serait su et ça n'est pas le cas. Donc ça, c'est une chose qui est effectivement importante parce que ça ne concerne pas forcément toutes les maladies ou tous les virus. Il y a le problème, se repose le même sur la bronchiolite et sur la dengue. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à chaque fois dans ces désordres-là? C'est qu'il semble, notre compréhension, que nos anticorps, au lieu de neutraliser, donc d'être des alliés pour notre santé, vont au contraire faciliter la survenue la réplication et l'entrée du virus, et donc en fait vont accompagner une forme plus grave de la maladie. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, qui, hélas, s'est à nouveau manifesté dans le cas de cette vaccination anti-coronavirus, c'est-à-dire cette fameuse phénomène des anticorps. Hein. On en a vraiment de plus en plus d'évidence parce qu'il y a eu des publications scientifiques dessus, des travaux qui ont été faits. Et donc, ce que des collègues d'ailleurs de l'Académie de médecine avaient envisagé s'avère réel et donc c'est aussi parmi les problèmes dont on ne discute surtout pas. Alors, entre parenthèses, c'est quelque chose que les autorités n'auront pas voulu prouver puisque le statut vaccinal démarrait qu'à partir des 15 jours après l'injection. Hein. Oui, ça fait partie de toutes ces aberrations, n'est-ce pas, sur lesquelles il faut revenir. Depuis quand vous êtes vacciné, vous n'êtes pas vacciné? C'est original. C'est un concept, hein, c'est quand même... Il y a eu beaucoup de concepts inventés, oui, notamment le fait que il faut faire un rappel, puis alors encore un rappel. Alors ça, on y reviendra. Voilà, on y reviendra. Donc il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont apparues. Alors si on revient à cette question de l'ARN messager, vous vous rappelez évidemment qu'aucun vaccin ARN messager n'a fait ses preuves, et même... Vous citez quelqu'un d'important qui le disait juste avant cette crise, c'est Albert Bourla, le patron de Pfizer, qui n'y croit absolument pas quand on lui en parle. Alors il dit, bon, j'ai bien voulu, j'ai senti le business arriver, donc j'ai fait confiance à mes scientifiques. Mais pour autant, ces 20 ans de recherche, plus de 70 essais cliniques, aucun ne fonctionne.
Alors vous les égrenez d'ailleurs, hein. Il y a plein de tests sur des types de cancers, sur des types de maladies diverses et variées. Rien ne marche. Voilà, donc l'ARN, formidable outil de diagnostic, formidable molécule sur laquelle nous pouvons réfléchir à des médicaments et sur lesquels nous avons d'ailleurs développé un certain nombre de médicaments à ARN. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est que je complète un tout petit peu par rapport à votre point, et votre question, c'est qu'en fait, cela veut dire que pendant qu'on a essayé de développer des vaccins ARN messagers, qu'on nous a quand même expliqué que ça marchait très très bien, que c'était maîtrisé depuis longtemps sur les cancers, etc. Eh bien, en fait, c'était 20 ans d'échecs qui n'ont pas abouti à la mise sur le marché d'aucun produit. Alors vous allez me dire oui, mais c'est parce que le temps de la recherche était long, sauf que ce n'est pas le cas, puisqu'effectivement je montre que des médicaments ARN, dans le même temps, ont été mis sur le marché. Donc ça veut dire qu'il y avait amplement la possibilité d'accompagner un processus de développement dans les mêmes temps. Donc c'est l'échec de ces vaccins à ARN messager qu'on a constaté qui font qu'effectivement on n'avait pas dépassé au moment de la crise Covid, donc enfin au moment de l'annonce de la crise Covid, parce que non, on sait que ça a circulé depuis plus longtemps que cela, mais donc de mars 2020, il n'y avait pas un seul vaccin à ARN messager, même sur des maladies lourdes, qui avait dépassé la phase 2. Donc, on ne peut pas parler de succès, on ne peut pas parler du fait que ça marchait super bien et que c'était la façon d'y aller dans un climat de crise. Donc, par définition, quand on est dans un climat de crise, on ne va surtout pas en plus prendre le risque d'une technologie qui n'a jamais abouti à un succès. Et alors, parmi les incohérences qu'on pointait tout à l'heure, justement, c'est cette évocation, oui, mais il y a le temps de la recherche, etc., qui est complètement contradictoire avec ce qu'on a vécu, puisque l'élaboration de ces vaccins s'est faite extrêmement rapidement, et qu'on a vu récemment, au dernier forum de Davos, les patrons de Big Pharma, ils étaient plusieurs, réclament de réduire encore ces délais en considérant que 60 jours, c'est trop pour développer une nouvelle formule de vaccin RNM. C'est le paradoxe, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'essayer de nous forcer la main en disant on va continuer. Au passage, là, pourquoi est-ce qu'on continuerait ? Parce que la vaccination Covid à ARN messager a été un succès. Alors que, en fait, on se rappelle sur toutes les promesses qui nous avaient été faites, cette technologie a encore été un échec. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a injecté des milliards d'individus que ça en fait un succès. La vérité est tout autre, c'est que si jamais ça avait fonctionné comme on avait dit que ça fonctionnait, au bout de 2 doses, on était tranquille et on passait à autre chose. Or, ce qu'on a vu dans les pays qui ont le plus vacciné, et ça j'en parle aussi, c'est qu'au contraire, c'était accompagné des plus grands pics de Covid et des plus grands pics de décès. Donc, on voit bien que là, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut cesser. Et l'engouement est de dire, et d'ailleurs je reviens aussi là-dessus en disant, mais ça a été formidable. Donc, il y a le PDG de Moderna qui dit, mais finalement, nous, on a dessiné notre vaccin en 48 heures. Oui, et puis, il y a une espèce de surenchère. Alors, il y a BioNTech, lui, de son côté, il me dit, mais nous, il nous a fallu que quelques heures. Alors, là, vous vous dites, mais... et donc, en fait, il se vante. C'est un argument de vente. C'est-à-dire que vous retrouvez... Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour que les gens comprennent bien ? Plus je vais aller vite, plus il y a des phases incompressibles qui sont d'habitude les tests sur les animaux, d'habitude les tests sur les humains, les essais cliniques que nous faisons, et qui sont des délais incompressibles d'observation. Cela veut dire que dès que vous entendez « c'est super, ça va de plus en plus vite » et que quand le PDG de Moderna s'exprime au Davos en disant « 60 jours, 2 mois, c'est encore trop long », eh bien, vous comprenez que donc le champ expérimental s'est déplacé désormais sur les individus que nous sommes. Si les gens sont contents et à l'aise d'être des cobayes,
c'est libre à eux, et ça j'insiste vraiment sur cette notion de liberté dans le livre, où à aucun moment je dicte la conduite. Justement, contrairement à tous mes collègues, finalement moi je fais le pari de l'intelligence, le pari du partage et du fait que si jamais les gens ne sont pas d'accord avec le fait que je relate, ils ont à ce moment-là la possibilité d'aller à la source et de se faire leur propre idée sur le sujet. Donc, loin de moi cette idée d'imposer, au contraire, de partager et que chacun se fasse sa propre idée. En tout cas, de façon incompressible, le temps de la recherche et du développement des médicaments, il est indispensable. Et s'il n'a pas lieu, c'est donc qu'on accepte que désormais, ces gros laboratoires pharmaceutiques sont les opérateurs de nous traiter comme cobayes et de nous instrumentaliser, puisque c'est cela qui se passe. Et ça pose, à mon avis, un problème qu'il faut immédiatement mettre au centre de notre société. Acceptons-nous cela ou discutons-nous en disant mais c'est quand même une technologie donc toute nouvelle. Si j'entends bien qu'il n'avait jamais fonctionné et qu'il n'a pas montré qu'elle fonctionnait, puisqu'on a constamment changé la promesse de vente. Le narratif. Comme on dit. Donc pour moi, c'est un échec. Et donc voilà. J'aimerais juste ajouter une petite parenthèse, c'est que là, on est bien en train de parler de candidats vaccins, puis de vaccins, et non pas de candidats médicaments ou de médicaments. C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'une population saine. Non pas que tout soit justifié pour des gens qui sont malades, loin s'en faut, mais pour autant, c'est quand même très différent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en passe de mourir d'un cancer violent, essayer une nouvelle molécule parce que c'est sa dernière chance, on peut le comprendre sur le plan éthique. Ce qui est un peu différent, je crois, d'une vaccination d'une population saine. C'est ce qui m'avait valu en juillet 2020 sur ce plateau de dire, j'étais plutôt dans le fait de poser des questions à cette époque-là, puisque nous ne savions pas. En revanche, j'avais osé une affirmation que je réitère, il est folie d'injecter une population saine avec de l'ARN messager. Maintenant, avec ce livre, je pense que vous comprenez pourquoi j'avais été affirmative, pourquoi j'avais osé cette affirmation qui allait à l'encontre de effectivement tout ce qu'on entendait, mais l'ARN messager. On maîtrise hyper bien. Je ne sais pas si à la fin du bouquin, vous trouvez que l'ARN messager, on maîtrise hyper bien. Ce n'est pas parce qu'on connaît une molécule, le nom d'une molécule et globalement son principe de fonctionnement dans la biologie de la cellule qu'on maîtrise la technique et le fait même de l'injecter dans nos corps. Et alors d'ailleurs, on la maîtrise tellement bien qu'on relève qu'entre 5 et 50% de l'ARN messager est dégradé lors du transport ou du stockage des vaccins. Oui. D'ailleurs, conditions de transport et de stockage qui ont largement évolué aussi, comme les promesses. Oui, c'est vraiment... C'est moins 60, moins 50, moins 80, puis finalement, ouais. Non, c'est bon, température ambiante, c'est OK. Oui, c'est ça. J'exagère, mais... Non, c'est ça, prenez votre petit... votre thermos, et puis ça ira. Votre petit thermos de pique-nique, et puis ça ira. Non, c'est dramatique, en fait. On sourit et on rit, là où on devrait véritablement pleurer en se disant, mais comment est-ce qu'on accepte d'avoir aussi peu de considération pour l'humain pour le faire subir toutes ces expériences, ces changements. Donc, vous le dites justement, c'est qu'effectivement, la dégradation même du produit a été tolérée jusqu'à des seuils de 55%. 55%. Donc en fait, vous êtes sur un médicament, on dit, bon, il y en a 55% là qui c'est pas trop ce que c'est, mais bon. Enfin bon, tu le prends, tu discutes pas parce que tout le monde dit que c'est génial. Et c'est le consensus scientifique. Et quand on parle de dégradation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y en a plus? Qu'elle a subi une transformation qu'on ne maîtrise pas. En fait, la question est ouverte. Et puis en plus, sur l'ARN messager, vous avez compris qu'il y a des petits ARN. Donc à partir du moment où vous dégradez un produit comme l'ARN, ça va devenir un produit extrêmement réactif. Et donc ça n'est pas du tout, parce que j'ai entendu les gens dire c'est pas grave si c'est dégradé, c'est que c'est bon. Finalement, l'ARN messager ne marchera pas. Sauf que ce n'est pas aussi simple que cela. Ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller dans tous les sens parce que justement, on ne maîtrise pas le produit de dégradation, on ne sait pas ce qu'il peut être et ni sa réactivité dans ce vivant, dans nos cellules.
Alors dans votre livre, vous insistez aussi sur un point sur lequel j'aimerais bien que nous nous arrêtions, c'est le fait que cet ARN messager est artificiel. C'est un peu complexe à comprendre, donc je vous fais confiance pour qu'on sorte plus intelligent comme après la lecture de ce livre. Alors, donc, dans cette injection ARN messager, on déplace le champ de la production à notre corps. On instrumentalise le corps humain pour que ce soit lui qui désormais produise la protéine contre laquelle il est censé faire des anticorps. C'est pour cela aussi qu'on gagne du temps et c'est pour cela qu'il y a tout ce changement finalement de narratif autour du vaccin. Je précise à nos auditeurs que désormais je parle de vaccin alors que je ne parlais pas de vaccin, je parlais d'injection génique expérimentale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont changé la définition du mot vaccin. Ah bah donc il y a deux choses l'une, ou vous refusez ces changements en permanence de définition, comme celui de pandémie, comme celui de vaccin. Et puis à la fin, on ne parle plus la même langue. Et à la fin, vous ne parlez plus la même langue. Sûr. Donc je connais le sujet avec les téléspectateurs de TV Liberté. Voilà. Donc qu'ils se rassurent, je n'ai pas changé ma compréhension de ce produit qui ne correspond pas à un vaccin dans l'appellation ancienne du mot vaccin, mais je vis avec mon temps et le but c'est quand même de continuer, surtout en sciences, hein, c'est de continuer à parler le même langage, sinon on n'y arrive plus. Mais bon, soit dit en passant. Donc nous sommes sur cet ARN messager que nous avons déplacé, donc nous mettons à produire une protéine de virus trafiqué, puisque là, franchement, ça devient quand même une acceptation, même s'il n'y a pas de démonstration. Alors, en France, c'est toujours pas consensuel, comme on dit. Oui, non, ça je vous l'avais dit aussi. Ici, je vous avais dit, il n'y aura jamais de certitude sur le sujet, parce qu'en fait, la certitude, elle est d'un cahier de laboratoire, et ce cahier de laboratoire, ça m'étonnerait qu'il existe encore. Bien sûr. Donc, on sait simplement que depuis notre entretien, il y a de très nombreuses voix qui se sont élevées dans ce sens. On pense à Étienne de Crowley du CNRS, qui était parmi les premiers en France, après vous, bien entendu, et plus récemment, ministère de l'Énergie américain et la CIA, qui, a priori, est plutôt au courant, normalement, sur ce genre de dossier. Non, il avait publié avant, Étienne de Crowley avait publié un article scientifique. Avant oui, avant. Donc moi, pour rendre à César ce qui est à César. Oui, c'est toujours important. C'est ce que les autres ne font pas, donc c'est bien de le faire. Donc oui, ça c'est sur l'origine du virus. Donc en fait, ça veut dire qu'on est sur une séquence travaillée dans un laboratoire, qu'on nous fait produire dans nos cellules. Donc déjà, quand vous dites ARN messager artificiel, la réponse est oui. C'est déjà un ARN messager artificiel par rapport déjà à la séquence du virus. Donc en fait, la séquence du virus, a priori, elle sort d'un laboratoire. Là-dessus, vous rajoutez des modifications à cette séquence pour optimiser sa production. Et là-dessus, vous rajoutez encore un niveau de couche supplémentaire où vous introduisez un code génétique différent du code génétique de l'ARN. De la personne. De l'ARN. En fait, notre code génétique, il a des lettres. Et là, vous modifiez et vous remplacez systématiquement une des lettres par une lettre qu'on dit, en fait, c'est une pseudo-iridylation. Donc, oublions les termes techniques, mais comprenons que nous sommes sur un code génétique que notre cellule n'a jamais rencontré. Elle connaît la modification pseudo-iridylation, mais d'habitude, elle est saupoudrée comme du piment sur un plat. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'est pas... Là, c'est de façon systématique que les lettres ont été remplacées. Donc, on est sur un ARN messager totalement synthétique, imposé à nos cellules. Pourquoi ils ont fait toutes ces modifications ? Pour que l'ARN soit hyper stable. Qui dit ARN messager hyper stable dit beaucoup de rencontres. Puisque je vous ai dit que s'il ne se dégrade pas, il va donc rencontrer beaucoup de gens. Paradoxalement, là aussi, ils ont travaillé pour qu'elle soit stable, mais ils nous expliquaient qu'elle ne restait pas dans le corps. Oui, ils nous expliquaient qu'elle allait être dégradée.
Donc, alors qu'en fait, tout le travail, mais ça, j'en veux pas aux médecins qui racontaient ça, c'est qu'en fait, ils re-racontaient ce qu'on leur racontait. Donc, en fait, ils sont pas allés chercher par eux-mêmes. Et alors, oui, peut-être qu'il y a un problème. Quand on est médecin, normalement, il faut quand même se mettre au courant de donner de la science. Alors, surtout, et là, pour le coup, je vais être dure envers eux, surtout quand on sait qu'on est sur une expérimentation et que la phase 3 n'est pas terminée et que donc, contrairement à ce que le ministre de la Santé a pu dire, et donc là, effectivement, les médecins devaient comprendre qu'ils participaient de fait à un essai clinique sur leur patientèle. Ce qui n'aurait pas posé de problème en soi si le patient était au courant. Consentement libre et éclairé. On est d'accord, mais ça, on sait que du coup, un consentement libre et éclairé, non seulement il n'y a pas eu de consentement, enfin, il n'y a pas eu de compréhension. Pas éclairé, ça c'est sûr. De la personne, mais en plus, elle ne comprenait pas la technologie de l'ARN messager, puisque le médecin lui-même ne la comprenait pas. Et enfin, elle ne comprenait pas qu'il n'y avait jamais eu d'anticoronavirus qui ait été mis sur le marché. Voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup à chaque fois, vous voyez, ça fait des couches, en fait, successives. Donc, qu'on m'allume ou qu'on m'épingle sur un aspect, sauf que c'est pas de chance, il y a d'autres techniques, d'autres documentations qui à chaque fois rajoutent une couche supplémentaire à un bilan très négatif. Rajoutons-en justement, parce qu'il y a quand même une couche qu'on n'a pas encore vue, c'est ce qui entourait cet ARNM dans les vaccins, les nanoparticules lipidiques, sur lesquelles vous relevez, faut pas l'oublier non plus, sur lesquelles vous releviez des gros risques de toxicité. C'est ça, et qui étaient connues, puisque ce sont des molécules connues pour leur toxicité. Donc nous avons une correspondance avec l'Agence du médicament européen très précocement en disant mais c'est quand même embêtant parce que vous ne faites aucune étude de cancérogénicité, aucune étude de génotoxicité et puis vous utilisez des molécules toxiques et alors la réponse a été assez terrible pour l'époque. Elle a été, mais c'est pas grave, on n'en utilise pas beaucoup et en plus on ne fera que 2 doses. On connaît la suite. Et donc, je ne vais pas m'appesantir parce que je trouve que déjà, c'est assez lourd à porter. Donc, évidemment, il y a aussi cette toxicité des nanoparticules lipidiques. Et effectivement, je reviens sur ces véhicules qu'on sait. Quand il dit véhicule, il faut comprendre, c'est comme une voiture, en fait. Il faut bien, pour aller délivrer l'ARN messager, il faut une petite soucoupe. Et donc, cette soucoupe, on sait qu'elle était hautement toxique, hautement inflammatoire. Et après, comment on se nettoie de tout cela? C'est à nouveau, on sait, sur certaines molécules, on sait à peu près qu'elles vont être nettoyées, notamment par le foie, mais d'autres, on ne sait pas encore. Et c'est les documents, à nouveau, à chaque fois, ce sont les documents qui sont documentés par Pfizer, par Moderna, qu'on utilise. Bon, concernant la question qui a été maintes fois expliquée, l'ARNM reste dans le muscle du bras. Je crois que vous y avez partiellement répondu déjà. Oui. Ben ça, c'est effectivement c'est une des grandes difficultés. Enfin, pour moi, des difficultés, ça veut dire difficulté à porter. En fait, c'est des réalités qui sont, je trouve, plombantes en fait, qui sont lourdes à porter parce que ça fait partie de ces mensonges en fait. Nous avions la documentation qui montrait qu'effectivement nous savions que ces capsules avaient été retrouvées dans différents organes, étaient retrouvées dans la circulation, donc dans le sang, mais aussi dans des organes aussi cruciaux que le cerveau, ou nos ovaires ou les testicules des messieurs. Est-ce que c'est raisonnable de continuer à faire croire que non, il se dégrade? Ah bon, mais il n'a pas été conçu pour être dégradé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il ne se dégrade pas et que les documentations montrent sa présence jusqu'à 2 mois, 2 mois de présence. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout sur ce produit qu'on nous disait l'ARN messager hyper instable. Mais oui, mais c'est pas un ARN messager comme d'habitude, c'est un ARN messager synthétique pour pouvoir rester, pour pouvoir être stable. Et puis, cette circulation dans les différents organes qui font qu'effectivement, on peut concevoir un certain nombre de désordres. On est dans le niveau des hypothèses entre ces présences et les désordres et les effets indésirables qu'on constate, mais ce sont
ce sont des hypothèses assez solides et assez valides. Je reprends pour quelques expériences pour montrer cela. Juste avant de passer à la question des effets secondaires, à laquelle on va évidemment consacrer une partie de cette émission, j'aimerais revenir sur un autre point qui vous a été énormément reproché. L'ARN, c'est l'ARN, l'ADN, c'est l'ADN, ça n'a rien à voir, vous n'avez rien compris, sachez-le. Et en aucun cas, il ne peut y avoir une modification génétique après une injection d'ARNM. Ouais. Oui, ça fait partie des points sur lesquels vraiment ils se sont, on va dire, énervés. Pourtant, alors là, j'ai envie de dire que la plus belle réponse que je pourrais leur faire, elle est terrible, encore une fois, c'est qu'on a découvert que l'ARN messager de Spike, donc ce fameux ARN messager sur lequel on a fait les vaccins, était retrouvé directement dans le noyau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement, alors nous, moi j'étais soft entre guillemets, c'est-à-dire que j'allais juste sur les connaissances habituelles que l'ARN messager peut être recopié en ADN et que une fois recopié en ADN, il puisse rentrer dans le noyau et s'intégrer au génome. Ça, j'ai envie de dire, c'est la version soft sur laquelle effectivement j'ai eu énormément de critiques. Cependant, à aucun moment on m'a dit ça n'est pas possible. On m'a dit c'est très peu probable. Alors pour être très peu probable, d'abord quand on injecte des milliards d'individus, le très peu probable, il ne tient pas la route. Il faut qu'on le sache quand même. Ça n'existe plus. Et puis ensuite, très peu probable, ça veut dire qu'ils ont des statistiques justement de cette fameuse probabilité. La réponse est non. Nous n'avons pas du tout de connaissances chiffrées est-ce que ça arrive ou est-ce que ça n'arrive pas. Et que petit à petit, les différentes documentations que nous avons pu avoir n'allaient pas dans le sens du très peu probable, mais plutôt au contraire du fait que ce produit accompagnait la cellule dans une réaction où en fait il y avait cette possibilité d'aller recopier dans notre ADN cette molécule d'ARN messager. Donc, pour récapituler, je suis en train de dire que non seulement, évidemment, l'ARN messager peut être recopié en ADN, peut rentrer dans le noyau, et d'ailleurs, on a montré que le produit vaccinal activait cette potentialité de recopiage dans le noyau, mais que parallèlement, l'ARN messager en ARN était capable d'aller dans le noyau. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare et d'assez impressionnant qui aurait dû à nouveau créer un électrochoc dans notre communauté scientifique en disant « ouf ». Donc en fait, on a choisi la partie de ce SARS-CoV-2 qui en plus avait la capacité de rentrer directement de monter directement dans le noyau. Le noyau, pourquoi on insiste tellement sur le noyau? C'est parce que le noyau, c'est un peu le coffre-fort de nos cellules. C'est là où, en fait, vous n'avez pas le droit de toucher. C'est là où, en fait, on est sur vraiment le disque dur. Et donc, c'est mieux de ne pas toucher. Voilà. Donc, si de l'ARN est retrouvé dans le noyau, toutes leurs certitudes sont rendues caduques. J'ajouterais que non seulement c'était la partie qui permettait l'entrée, mais en plus c'était la partie qui mutait le plus, sans forcément y revenir plus longtemps. Ouais. Ce que j'ai trouvé aussi, alors un petit élément que j'ai trouvé absolument sensationnel dans ce livre, c'est que donc on vous a expliqué que vous vous trompiez, qu'il n'y avait rien à voir, que l'ARN, encore une fois, ne pouvait pas avoir d'incidence sur l'ADN. Mais si on arrive enfin à trouver les essais de Pfizer et quelques résultats et quelques inquiétudes quant à certains effets secondaires, on parle du syndrome de délétion. Alors, je ne savais pas ce que c'était, donc je fais l'intelligente. C'est une anomalie chromosomique. Alors, comment on peut expliquer qu'il n'y ait rien à voir avec la génétique, mais que ce produit puisse aller dégrader les chromosomes? Alors, pour revenir à la compréhension de cette injection d'ARN messager, c'est qu'en fait, je dis qu'elle nous modifie génétiquement. Elle modifie notre patrimoine génétique parce que je me situe au niveau de l'ARN. Alors effectivement, eux ont monté en épingle cet aspect de l'ADN, qui est une possibilité. Mais j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin d'avoir l'intégration dans l'ADN pour dire qu'il y a modification génétique. Et ça, maintenant, lorsque vous prenez le temps de lire mon livre, vous le comprenez très aisément, parce que vous comprenez que de notre maman
et de notre papa, nous avons récupéré un lot d'ARN. Et que ça n'est pas que le patrimoine génétique que nous récupérons notre ADN que nous récupérons de nos parents, mais aussi de l'ARN. Donc dès lors, ce passage est quand même vraiment fondamental parce que ça veut dire qu'on assiste à la première modification génétique de l'homme, que personne n'en parle et que on dit ah oui mais c'est très peu probable en parlant que de l'ADN, sans parler du fait que la modification génétique elle n'a pas besoin de passer par l'ADN pour avoir lieu, c'est-à-dire simplement par l'apport même de cette information génétique à nos cellules. Donc voilà l'aspect quand même pour que les gens comprennent bien l'enjeu en fait. Hein, ça veut dire que quand on passe et les mamans qui sont vaccinées ont découvert avec stupeur, enfin celles qui ont lu mon livre, ont découvert qu'elles passaient l'ARN messager dans l'intestin de leur petit bébé, puisqu'effectivement s'il y avait dans de lait maternel, ça veut dire que ça passait dans... Donc c'est vertigineux. C'est juste vertigineux que de donner cette information génétique à toutes ces personnes avec encore une fois une information qui n'est pas humaine. C'est vraiment... Il faut quand même que les gens prennent la mesure de cette modification. Je sais que c'est très inconfortable. Parce que finalement, voilà, ça nous concerne tous. Mais soit on continue en disant tête baissée, c'est génial, c'est l'ARN messager et c'est la technoscience. Et comme c'est super rapide, et que ça fait énormément de profit, on continue. Soit on dit, mais non, on arrête net. Et puis on prend la mesure d'essayer de comprendre, d'essayer de voir ce qu'on peut réparer. Ça, je reste toujours résolument positive. Je n'aurais pas écrit ce livre si je ne pensais pas que la science et nous les scientifiques, nous avions la capacité de réfléchir ensemble à savoir comment on répare. Alors si on s'arrête à présent sur la question des effets secondaires, on va dire que vous les classez, alors c'est pas dans le livre, hein, mais on a échangé un petit peu en amont de cette émission, vous les classez en groupe, en gros les effets secondaires liés aux ingrédients, donc les fameuses nanoparticules lipidiques dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui sont directement liés à la protéine spike, vous parlez de maladie de spike, mais aussi les problèmes immunitaires qu'on peut comprendre assez facilement puisque notre organisme produit précisément du spike contre laquelle il va devoir lutter après en faisant des anticorps. Donc on comprend qu'il bug un peu pour filer la métaphore informatique. Et ensuite des problèmes de coagulation. Est-ce qu'il y a une logique, on va dire, est-ce qu'il y a un processus biologique que vous pouvez décrypter quant à tout ce fonctionnement de vaccin qui peut engendrer ces effets secondaires? Je ne sais pas si je suis très claire là. Si, en tout cas, moi, je vois ce que vous... Vous avez compris ce que je voulais dire. Je crois. On est bien parti. En tout cas, je pense, en tout cas. Alors, mais ça me permet aussi de revenir sur un aspect de votre question précédente auquel je n'ai pas répondu, qui est le syndrome de délétion. C'est qu'en fait, donc au-delà de la modification génétique, effectivement, Pfizer a listé une liste de maladies d'intérêt particulier. Et il y avait à peu près 15 000 maladies. Et dans ces 15 000 maladies, la première maladie qui est listée, donc par eux-mêmes, c'est une maladie génétique avec un problème effectivement de bout de chromosome qui est coupé, et ce fameux syndrome de délétion dont vous me parlez, qui s'accompagne d'un certain nombre de dysmorphie, donc de formes de visage et de cœur différents, de défaillances intellectuelles et donc de déficiences, pardonnez-moi. Donc en fait, et de déficiences musculaires. Donc là, normalement, quand n'importe quel médecin voit cela dans la liste des maladies d'intérêt particulier, il doit avoir ces alertes rouges en maximal, c'est-à-dire parce qu'en fait, c'est incompréhensible. Moi, je bute en tout cas sur je suis
je ne peux pas vous expliquer pourquoi ils ont considéré qu'un syndrome délétionnel puisse être une liste de maladies d'intérêt particulier en réponse à la vaccination Covid par leur ARN messager. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être anecdotique, et c'est là où, en fait, j'ai cherché un peu plus, et j'ai vu qu'il y avait 90 maladies génétiques qui étaient listées par ailleurs. Donc non, ce n'est pas de l'anecdote, cela mérite de demander des explications, parce que, en tout cas, moi, je ne les ai pas. Comment se fait-ce qu'il y ait des maladies génétiques comme étant des maladies d'intérêt particulier à suivre dans le cas de... Alors, est-ce que c'est juste parce qu'il y a la défaillance cardiaque et que c'est pour cela qu'il y a un intérêt particulier, mais à la fois, c'est des maladies quand même qui sont très, très rares. Donc on n'imagine pas que... Enfin, je sais pas à moi de répondre, enfin, surtout. Oui, ça serait à eux, bien sûr. C'est à eux de répondre. Et donc, ça va sur la chose importante que vous disiez, c'est... Mais finalement, on a, de fait, que ce soit dans ces 15 000 maladies ou que ce soit dans les listes qui ont été faites par le partenaire de l'OMS ou les listes qui sont faites dans les bases de données de remontée des effets secondaires, des troubles neurologiques, le plus gros des chapitres, des troubles vasculaires, donc des troubles métaboliques. Donc on a un panel très divers. Et là, logiquement, effectivement, nous devons nous demander comment est-ce qu'un produit peut générer un spectre d'effets indésirables aussi vaste, aussi large. Mais je serais tentée de vous demander, est-ce que ces effets indésirables, ils sont semblables ou comparables, en tous les cas, aux symptômes du Covid-19 ? Certains, oui. Certains sont d'ailleurs notamment le fameux Covid long, qui est une chose sur laquelle un certain nombre d'entre nous, dans la communauté scientifique et médicale, nous manifestons notre mécontentement, qui est de dire on met l'étiquette Covid long, mais en fait on ne sait pas s'ils ont été vaccinés ou pas vaccinés. Donc c'est un petit peu facile. Donc en fait la question c'est de savoir est-ce que c'est donc un espèce de mise sous le tapis de syndrome. Alors je ne dis pas que tous les Covid longs sont post-vaccinaux, parce que je sais que ça n'est pas le cas. Mais en revanche, effectivement, vu le nombre, il y a lieu de poser ces questions. Et on pourrait toujours avoir les statistiques. Ça va aussi sur les AVC, ça va aussi sur ces thromboses qu'on a vues, qu'on a vues dans les Covid et qu'on a vues en troubles post-vaccinal. Mais tout cela, ça s'explique parfaitement. Enfin, ça s'explique en tout cas potentiellement par la simple logique. C'est qu'on a fait produire à notre corps une protéine spike qui mime le virus. Donc, qu'est-ce que vous voulez que la cellule fasse, à part effectivement reproduire dans les effets indésirables les effets du Covid. Donc, c'est pas une surprise incroyable pour nous dès lors qu'on réfléchit un tout petit peu à ce qu'on est en train de faire. Et puis après ça, il y a aussi la réponse des anticorps, où en fait, pareil, on va donc faire des anticorps contre la protéine spike que nous-mêmes on produit. Oula, ça devient compliqué quand même. Donc sur le plan immunitaire, en tous les cas. Sur le plan immunitaire, ça s'appelle une maladie auto-immune. Ça veut dire qu'en fait, on entraîne notre organisme à lutter contre les protéines. Et à ne plus distinguer ce qui est soi et ce qui n'est pas. Et à ne plus distinguer. Et là, on revient sur la modification génétique en disant que c'est catastrophique parce qu'effectivement, ça n'est pas du soi, ça n'est pas des cellules humaines et ça n'est pas un virus naturel. Parce que ça aussi, c'est important. Ça serait un ARN messager de virus naturel. On pourrait concevoir que notre organisme, du coup, réagisse à peu près naturellement. Mais non, c'est aussi un virus artificiel avec une séquence artificielle. Donc voilà. Et ça va dans un sens assez sur lequel moi je me suis mise à réfléchir dès novembre 2021, lorsque j'ai vu que tout le monde s'injectait, enfin tout le monde, j'exagère, mais vous savez que vraiment beaucoup avaient obtempéré pour des raisons diverses et variées, mais qui étaient en général pas des raisons de... Pas toujours des raisons de conviction en tous les cas. Ça vraiment, on peut dire que c'est ultra minoritaire, hein, ceux qui se sont vaccinés, et même dans les EHPAD, ceux qui se sont vaccinés en étant heureux de se vacciner, on a quand même le souvenir de Morissette en disant « c'est quoi ?» ça reste quand même un grand malaise pour la médecine moderne que d'avoir un consentement si peu éclairé qu'elle n'est même pas au courant qu'on va la vacciner.
En novembre 2021, je dis bon ben là on doit réfléchir ensemble de trouver des solutions pour les victimes parce que les victimes s'accumulent. Comment je le sais? Je regarde les bases de données des vaccins et des différents systèmes de vigilance et je regarde les publications scientifiques qui s'accumulent aussi de façon très importante. Et donc je dis il faut qu'on trouve des solutions. Et là je dis à ce moment-là la première chose c'est d'essayer de trouver la cause à ces désordres et donc j'ai raisonné cela en plusieurs boîtes en fait de causes, de causalité. Une est effectivement la protéine spike et j'ai parlé du coup de spikeopathie, de maladies liées à la spike que nous produisions. Une autre est les ingrédients, la toxicité des ingrédients, donc la toxicité des nanoparticules lipidiques et la toxicité de l'ARN messager. Donc ça fait partie et la toxicité de potentiels contaminants parce que ça il y a quand même oui bien sûr c'est quand même toujours important de le dire. Donc une autre boîte étant le désordre immunitaire concret. Et ça, on en a un petit peu parlé à l'instant. Et la dernière boîte, c'est une boîte qui est pour le moins originale et que je tiens non pas d'un collègue scientifique, mais d'un ami qui est plutôt dans le business et qui a une réflexion assez pertinente en disant, mais finalement, on voit qu'il y a d'une vaccination à l'autre, donc quel que soit le produit, quel que soit le vaccin, des effets indésirables qui sont les mêmes. Comment ça peut s'expliquer? Puisque ce n'est pas le même produit. Ça n'est pas en plus avec les vaccins ARN messager, ça n'est pas du tout le même fonctionnement. Donc comment est-ce qu'on peut avoir et lui, son hypothèse que je trouve très pertinente, puisque j'ai alerté très vite là-dessus aussi, c'est qu'on n'est pas forcément dans des intramusculaires. Surtout que tout le monde a vacciné. Hein. Et tout le monde vacciné. Tout juste si la boulangère n'avait pas l'autorisation de vous vacciner, vraiment. Et en fait, j'ai alerté très vite en disant mais les vidéos de l'ARS ne montraient pas une intramusculaire où on s'assure qu'on est bien dans le muscle et qu'on n'est pas dans la veine. Et donc voilà, et donc ça c'est aussi une possibilité qui est intéressante. Et toutes ces boîtes ne sont pas exclusives les unes des autres. Dès lors qu'on réfléchit à cela, on réfléchit à des solutions. Évidemment, j'imagine que le fait de répéter les injections, comme je sais que vous y tenez cette comparaison avec les mises à jour faites sur les iPhones pour refaire et revoir la sécurité de nos petits smartphones, comme on dit, nos téléphones intelligents. Qui n'est pas de moi, hein, cette comparaison avec les iPhones. Bien sûr. C'est le patron de Moderna. Absolument, je vais aller chercher, c'est la page 88-89. Beaucoup d'entre nous achètent un nouvel iPhone chaque mois de septembre où vous obtenez de nouvelles applications et des applications actualisées. Donc nous sommes réactualisés en permanence. Donc là c'est très bien parce que c'est noir sur blanc ce que je viens de vous expliquer. C'est que désormais le corps humain n'est plus considéré par ces personnes-là comme un corps respectable, mais un outil avec des mises à jour régulières, puisqu'il nous dit même qu'on achète un iPhone tous les mois de septembre. Alors, je ne sais pas si tout le monde a les moyens, mais enfin, je ne sais pas qui il fréquente. Décidément, on n'a pas les mêmes réalités. Voilà. Donc oui, c'est toute la difficulté. Un des enjeux, c'est de dire, on continue, on injecte. Et effectivement, on sait depuis longtemps, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits au niveau scientifique de dire que ça n'était pas une bonne idée que d'injecter notre système à longueur de temps. On n'a pas vocation, vous voyez, à faire des anticorps sur toutes les maladies. Et du coup, ça permet aussi de surtout artificiellement revoir, de revoir certaines questions où quand on est en train d'injecter des enfants 11 fois, est-ce qu'on a bien réfléchi? Est-ce qu'on a bien posé toutes ces questions? Je ne suis pas sûre. Enfin, ou plutôt, j'ai l'impression que non. En tout cas, c'est des débats qui sont escamotés. Sur cette question d'injection vaccinale contre le Covid-19, Alexandra Henrion-Caude, est-ce qu'ils ont permis de limiter la contagion? Non. Est-ce qu'ils ont permis d'éviter d'attraper la maladie? Non. Est-ce qu'ils ont permis d'éviter d'aller à l'hôpital? Non. De mourir? Non. Est-ce qu'aller à l'hôpital et mourir, on peut considérer que c'est grave? Moi, oui. Et mes collègues, oui. Mais visiblement, certains, non. C'est-à-dire qu'effectivement, ils jouent sur les mots et ils ont dit « mais ça empêche les formes graves », alors qu'ils acceptent
ils acceptent, ils ne peuvent pas le nier, qu'il y a des hospitalisations et que certains ont été décédés du Covid alors qu'ils étaient 3, 4 fois vaccinés. Même si les statistiques, je crois que Laurent Toubiana a beaucoup de mal à les obtenir pour connaître le statut vaccinal des décès. Oui, parce qu'effectivement, on ne nous donne pas accès aux données des non-vaccinés. Donc la seule façon qu'on aurait de réconcilier tout le monde, ce serait simplement, et ça semble assez logique, donner une transparence d'accès aux données. Ce qu'on a eu dans certains pays, comme en Écosse, et je reviens d'ailleurs sur ces données, qui nous ont permis de nous rendre compte justement du subterfuge et du fait que les non-vaccinés, leur sort était plutôt pas forcément aussi peu enviable qu'on voulait bien le montrer, puisqu'on avait des chiffres très clairs. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'Écosse, leurs données n'ont plus été accessibles publiquement parce que, sous prétexte que des anti-vax, encore une entité que je ne connais pas bien, les anti-vax ont utilisé leurs données. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement on ne peut même pas dire que ça leur donnait raison, quoi, voilà, en d'autres termes. Sinon ils ne les auraient pas supprimés. Alors, Alexandra Orion-Coade, ça fait beaucoup de manque de transparence. Bien sûr. Et c'est justement là-dessus que j'aimerais conclure. Dans toutes les sources que vous citez à la fin de ce livre, il y a énormément d'organismes, d'instances sanitaires nationales. Il n'y a pas la France. C'est très rare que ce soit la France qui dise « Attention, là, il vaudrait peut-être mieux, principe de précaution, arrêter sur tel public, etc. » Est-ce que c'est l'exception française, ça? On a l'impression. En tout cas, on n'a vraiment pas brillé par les alertes qu'on a pu lancer. Le problème, c'est que finalement, je constate que ces organismes qui sont dits assurer notre sécurité, la sécurité des médicaments pour notre santé, ne lancent jamais les alertes, que ce sont des médecins isolés ou des patients isolés qui lancent des alertes à chaque fois. Quand ils y arrivent? Quand ils y arrivent. Ils ne sont pas lynchés? Voilà, quand ils ne sont pas lynchés. Et ça, c'est quand même un problème récurrent. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise Covid? Nous avons eu un certain nombre de vaccins qui nous ont été proposés, notamment les vaccins. Alors là, c'était vraiment des vaccins AstraZeneca, des vaccins Johnson & Johnson. Et on n'entend plus parler de ces vaccins-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont été arrêtés. Qui a lancé l'alerte? Jamais la France. La France a à chaque fois entériné des alertes qui étaient lancées dans les pays. Qui est-ce qui a lancé l'alerte sur le fait qu'il ne fallait pas vacciner les jeunes? Des pays scandinaves, en disant il ne faut pas vacciner, notamment Moderna. Et pareil, la France n'a pas brillé par le fait qu'elle a pris en route ce train d'interdiction ou même ou de non-recommandation, ce qui revient au même. Pareil en Angleterre. Donc on a vraiment quand même beaucoup de pays qui ont lancé finalement des signaux en disant nous, sur la base de certaines observations, nous considérons qu'il ne faut plus recommander la vaccination de l'ARN messager, tandis qu'en France, on continue. Aujourd'hui, à Strasbourg, le centre de Strasbourg s'en vante d'injecter des bébés de 6 mois. Voilà. Donc on voit bien que la France, en tout cas, a parfois joué le jeu des autres pays en interdisant aussi l'accès à certains de ces vaccins, mais tarde, c'est toujours en dernier lieu et ça met vraiment beaucoup de temps à admettre les troubles menstruels, à admettre les myocardites et c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour moi. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, on s'amuse de tout, il vaut mieux maintenant, c'est que en même temps qu'il n'y a jamais eu aussi peu de transparence dans ces organes et ces instances nationales, on a constaté qu'il y avait aussi la fin du secret médical. C'est-à-dire que pendant que l'État est toujours plus secret, les citoyens, eux, doivent tout dévoiler, leur statut vaccinal, leur dossier numérique, etc., etc. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à ce traitement inique de tous les soignants de France qui, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas voulu se faire injecter, ou du moins dire qu'ils avaient été injectés ou non,
sont toujours suspendus depuis, je crois, près de 550 jours, hein, quelque chose comme ça. Alors, merci d'aller là-dessus. C'est qu'effectivement, alloué à ce manque de transparence, on n'a pas demandé aux uns et aux autres qui s'exprimaient s'ils avaient des conflits d'intérêts. Je me permets du coup d'utiliser ces dernières minutes pour dire que je n'ai aucun conflit d'intérêts. C'est vraiment important. C'est vrai que j'aurais dû vous le demander pour commencer. Oui, mais c'est pas grave. J'ai perdu la main. Du moment que c'est dit une fois, ça suffit. Et le deuxième aspect, c'est que le secret médical a été totalement bafoué et vous êtes retrouvé avec des gens qui disaient alors t'es vacciné, pas vacciné, et t'as pris combien de doses, comme si c'était une conversation de salon. C'est dans un niveau d'intimité qui est très important. Ce secret médical, je l'ai rappelé récemment sur un plateau télévisé, non sans créer une certaine sensation. Je n'imaginais pas créer une telle sensation, puisqu'en fait, je ne faisais que parler d'un autre acte médical. La vaccination est un acte médical, le toucher rectal en est un autre. Et donc, en fait, ça permet aux gens de comprendre qu'en fait, dans le secret médical, il y a cette espèce de neutralité qui fait que je ne vais pas vous regarder comme, je ne sais pas moi, ou vous n'allez pas me regarder comme une diabétique, comme... non, il y a ce secret médical qui est tellement beau, qui est tellement important, qui fait que nous avons cette possibilité qui nous est donnée de ne pas laisser savoir à des administratifs ce qu'il en est. Et du coup, les suspendus, toutes ces personnes dont on a peine à chiffrer le nombre, mais je peux vous dire qu'à Lyon, dans la dernière manifestation, ils étaient très nombreux, ils n'ont plus eu le droit de travailler, plus le droit d'exercer, plus pas le droit de toucher le chômage et pas le droit de retrouver un travail par ailleurs. Puisqu'ils ne sont pas licenciés. Puisqu'ils ne sont pas licenciés. Donc ça, c'est quelque chose de scandaleux et tous les droits d'auteur de ce livre vont aller à ces suspendus. Ça sera peut-être symbolique, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de malheurs et vous imaginez que depuis 550 jours, ne pas travailler, ça veut dire un manque à gagner absolument colossal. Bien sûr. Donc j'ai conscience que cela sera symbolique, mais qu'importe, d'abord, ça permettra de régler des situations catastrophiques. Et puis aussi, ça permet d'en parler, parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre en France en acceptant l'intolérable. Absolument. Merci beaucoup Alexandra Henrion-Caude. J'espère qu'on se reverra plus tôt que dans 2 ans et demi, non ? Oui, c'est quand même l'échec de la technoscience. On reviendra sur l'ARN encore plus en profondeur, ça sera plus drôle. Merci beaucoup Alexandra Henrion-Caude. Je rappelle à nos téléspectateurs, Les Apprentis Sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager, c'est chez Albin Michel, et bien entendu, vous pouvez l'acheter sur le site de TVL, sur tvl.fr. En attendant, si vous ne l'avez pas encore fait, je compte sur vous, je vous le rappelle, pour le succès de cette émission. Alors pensez à la commenter, pensez à la partager et pensez bien sûr à cliquer sur le petit pouce en l'air. C'est ce qui va permettre sa diffusion au plus grand nombre, car, je vous le rappelle, il ne faudra pas compter sur YouTube sur ce coup-là. On avait réussi 2 millions la dernière fois. On avait réussi 2 millions la dernière fois. Je ne suis pas sûre que YouTube nous laissera faire aussi bien cette seconde fois. Merci à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.